Bonjour et bienvenue dans ce nouveau chat estival, ActuSite, Club Patrimoine estival, bien sûr du fait de la canicule, je pense que tout le monde s'en est rendu compte, mais surtout parce que nous recevons aussi une maison qui colle bien avec cette notion de canicule et d'estival, puisqu'on parle de Sunny AM, regardez derrière moi, le logo est ensoleillé et leur sourire aussi, ils sont merveilleux. Ça va ? Tout le monde connaît bien sûr Christophe Tapia. Alors, moi je comprends pas. Christophe, il a toujours l'air d'avoir 20 ans. Il a les cheveux qui poussent quand même, pas mal. Mais en tout cas, j'ai l'impression que je vous ai toujours connu dans le métier. Christophe, qu'est-ce que vous faites? Vous avez un secret ou... Non, je travaille dans un métier qui me remplit de joie. C'est une cure de jouvence, c'est ça? Tous les jours. Tous les jours. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, il est là, il est avec nous. C'est Jacques Cadenas, le gérant de Sunny Euro Stratégique. Alors, tout le monde ne le connaît pas, Jacques Cadenas. Moi, ça fait longtemps. C'est le spécialiste français des fonds en euros. Il a fait le succès d'une maison dont vous avez tous entendu parler. Historiquement, on la connaissait très peu et c'est sur ce fameux fonds en euros qu'ils ont fait leur succès. Eh bien, c'est Jacques, c'est ça votre prénom, je l'ai oublié, Jacques Cadenas. Voilà. Jacques Cadenas, son père était aussi au conservateur avant. Oui, avant-guerre. Voilà, mais donc, voilà, un vrai succès. Et vous avez monté avec Christophe cette maison. Nous y reviendrons. Ça tombe bien puisque dans ce chat, nous allons parler de Sunny Euro Stratégique versus les fonds en euros. Et votre ambition, c'est de battre les fonds en euros. Et moi, j'ai un doute. Et donc, je vais vous secouer un peu pendant cette émission. On va s'amuser. Mais que serions-nous sans lui ? L'étouffant Georges de la Taille, celui qui porte la particule comme la canicule amène la chaleur, avec l'air un peu lourd quand même. Georges, la règle du jeu, la règle du chat. Bonjour Jean-Pierre, vous n'êtes pas très sympathique. S'attaquer au nom de famille, c'est un peu douteux. C'est pas nouveau ça. Mais bon, c'est pas grave. Comme vous êtes jeune marié, allez, assumez un peu lourd votre particule, c'est parti. Bon. Ceci étant dit, toujours aussi simple, toutes les questions que vous voulez dans la zone sous la vidéo, on récupère les questions en direct. Et on peut ainsi les poser à nos deux invités. On a déjà une vingtaine de questions pour commencer, donc c'est bien. C'est parti. Allez, messieurs, on rentre directement dans le vif du sujet. On va peut-être commencer. Tout le monde vous connaît encore que, personnellement bien sûr, mais Sunny, très jolie maison, très joli nom, très beau logo. Souvent, je dis quand il y a plein de logos dans des manifestations genre patrimoniales, on voit que vous. Il est super simple, super ensoleillé. C'est quoi l'histoire de Sunny, Christophe? Racontez-moi. L'histoire de Sunny, c'est une société de gestion complètement indépendante. Vous avez les deux fondateurs en face de vous aujourd'hui, qu'on a décidé de créer en fait avec la nouvelle réglementation de l'assurance vie qui s'appelle Solvency II. Donc, on a eu un agrément de société de gestion en décembre 2008. Donc déjà, ça vaut 10, parce que agréé à ce moment-là, on n'était pas très nombreux dans les couloirs de l'AMF à demander un agrément de société de gestion indépendante. Là, il y a eu quelques mois difficiles, mais après c'est bien reparti. Oui, on a lancé cette société de gestion courant en 2009 et on a lancé notre premier fonds, donc Sunny Euro Stratégique, en mars 2011. Pour vous donner quelques repères chiffrés, aujourd'hui on gère un peu plus de 420 millions d'euros. Voilà, ça s'est bien passé, le développement a été... Oui, c'est une belle histoire, on est content de ce qu'on a fait. On a passé beaucoup de temps à expliquer ce qu'on voulait faire, Solvency II, les fonds en euros, et c'est vrai que c'est un thème d'actualité bien évidemment, et qui sera encore plus d'actualité à compter du 1er janvier 2016, parce que Solvency II rentre en application le 1er janvier 2016. Alors on s'arrête 2 secondes là-dessus, vous me donnez les tenants et les aboutissants, parce que tout le monde connaît le nom, mais au fond, est-ce qu'on connaît la problématique? J'en suis pas sûr. Les tenants et les aboutissants de Solvency II, en une minute. Pas en une minute. Alors, Solvency II, c'est assez simple. En fait, c'est une contrainte réglementaire qui oblige les assureurs à gérer leurs fonds en euros d'un point de vue comptable et plus d'un point de vue économique. Pour faire simple, en fonction de la nature de l'actif du sous-jacent qui va être mark-to-market, on sait exactement. Alors, ce n'est pas mark-to-market, mais en fonction de la nature de l'actif sous-jacent à l'intérieur du fonds en euros, que ce soit des actions, des obligations, de l'immobilier, des emprunts d'État, que sais-je, cette marge de solvabilité donc, qui va être demandée aux assureurs va varier en fonction de cette nature d'actif pour aller de 0 si on achète des emprunts d'État, donc c'est-à-dire que c'est gratuit, jusque 40, 50 si on achète des actions. Donc pour faire simple, il va y avoir des besoins de fonds propres très importants pour les assureurs pour pouvoir effectivement acheter des actifs autres que des fonds en euros. C'est un truc de fou cette histoire, parce qu'en fait, 0 si on achète des emprunts d'État, en ce moment les emprunts d'État c'est ce qui est le plus casse-gueule, non? Tout dépend si on parle des emprunts grecs ou des emprunts allemands. Même les autres. C'est une évidence. Mais en fait, c'est une loi qui a été... Les emprunts allemands à 0 quelque chose, oui, ça n'a aucun sens. Non, mais c'est moins que les frais de gestion, ça n'a pas de sens. C'est tout le problème des compagnies d'assurance, c'est-à-dire que le choix est binaire. Soit ils achètent de la sécurité avec de l'Allemagne, ils ont aux alentours de 0, soit ils prennent des emprunts grecs, portugais, italiens, et il y a plus de rémunération, on peut monter jusqu'à 2 et quelques, mais de l'autre côté, on connaît l'état de ces pays. Vous êtes en train de me dire que si vous achetez des emprunts grecs, italiens, etc., vous n'avez pas de provision à mettre parce que ce sont des emprunts d'État? Eh oui, c'est-à-dire on marche sur la tête, là, c'est pas possible. Complètement, c'est une réglementation qui a 10 ans, qui a été pensée il y a 10 ans,
Et le législateur n'avait absolument pas du tout anticipé ce qui pouvait se passer sur les États. Et donc on se retrouve aujourd'hui avec quelque chose qui paraît un peu anachronique. Christophe, 50% de provision pour les actions Si on achète des actions européennes, c'est 40. Si on achète des actions américaines, chinoises, japonaises, hors zone euro, c'est 50. 50% sur fonds propres. Oui, bien sûr. C'est pas jouable cette histoire. C'est très compliqué. C'est ce qui explique la baisse inéluctable des rendements des fonds en euros. On l'a vu depuis maintenant quelques années arriver. Et puis on voit que ça va continuer effectivement de baisser de façon inéluctable pour arriver à un niveau d'équilibre, alors qui est difficile à identifier. Mais est-ce que ce sera autour de 1, autour de 1,5 ? Enfin voilà, ce qui est important. Attendez, si c'était 1, 1,5 au fond, ça serait pas si mal, non ? Alors, dans les contextes actuels d'inflation et de taux, au fond, si j'ai un 1, 1,5, ma foi, c'est pas si mal. Net de frais, j'entends. Oui, alors c'est pas si mal. Maintenant, les gens ont été habitués à utiliser le fonds en euros d'une certaine manière. Ça a été souvent un outil de conquête, ça a été un outil sur lequel, si on se replace 10 ans en arrière, le rendement du fonds en euros, c'était entre 5,5 et 6, avec un effet cliquet, garantie en capital, une inflation à 2. Difficile de trouver meilleur compétiteur sur le marché à ce moment-là. Il se trouve que maintenant, avec des fonds en euros qui vont rémunérer autour de 2 et voire même un peu moins dans les années à venir, il va falloir, alors c'est pas la fin du fonds en euros, c'est pas la fin de l'assurance vie, bien évidemment, mais il va falloir repenser en tout cas l'utilisation du fonds en euros en tant que tel. Alors, Jacques, les yeux dans les yeux, tiens, on va le faire comme ça. Est-ce que les fonds en euros, moi ça fait longtemps que je dis qu'ils sont morts, quel que soit le scénario. Alors tout le monde se moquait de moi il y a 2 ans. Moi je disais si les taux vont très bas, c'est mort. S'ils remontent très vite, c'est mort. Et là il y a un scénario au milieu qui serait qu'ils remontent tout doucement pendant longtemps. Est-ce que vous pensez que les fonds en euros c'est mort ? Vous allez me dire oui, vous avez intérêt, non ? Non, ce n'est pas une question d'intérêt, c'est que les fonds en euros, l'âge d'or est clairement passé. Pour les détenteurs de fonds en euros souscrits il y a 20 ans, il y a encore des questions de fiscalité qui font que le fonds en euros peut avoir un intérêt. Maintenant, tout à l'heure, vous parliez de taux à 1. Si l'inflation est entre 0 et 1, aujourd'hui, quelqu'un qui a 40 ans qui veut se constituer une retraite, le fonds en euros va lui donner 1. L'inflation va être de 1, ça va être très compliqué pour se constituer un patrimoine ou une retraite. D'accord, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question. Si jamais les fonds en euros, enfin si les taux obligataires, remontaient très fort, moi j'ai toujours dit que c'était super dangereux, est-ce que vous pensez qu'il y aura un problème sur la liquidité des fonds en euros ? Alors, tout dépend déjà, du très fort. Lorsque vous dites les taux vont remonter, tout dépend Imaginons. si on parle des taux des emprunts d'État ou des taux des obligations. Imaginons, là, la Grèce, on a une petite crise, les Français s'engueulent avec les Allemands, ça se passe mal, et paf, les taux remontent à 4-5%. Qu'est-ce qui se passe ? Déjà, vous avez la BCE, à mon avis, qui ne laissera pas faire, mais effectivement, la BCE, elle peut pas tout faire, les compagnies d'assurance sont dans une situation un peu inconfortable, parce que si les taux restent à 0, ils vont être obligés d'acheter des taux très bas et ils ne pourront plus donner des taux intéressants. Et si jamais les taux d'intérêt remontent violemment, il faut savoir que sur une obligation d'État à 10 ans, quand les taux remontent de 1%, vous perdez 9% de capital. Voilà. Donc c'est potentiellement des moins-values. Ça, il faudrait les provisionner. Et donc, alors tout dépend à quel cours ont été achetées ces obligations, mais il est évident que les compagnies d'assurance sont dans une situation assez inconfortable. Et c'est d'ailleurs pour ça aujourd'hui qu'elles font de plus en plus le forcing pour vendre des unités de compte. Des unités de compte. Voilà. C'est une dernière question, quand je vous la pose. Est-ce qu'il y a un risque un jour sur vous qui êtes un spécialiste, on a souvent eu ce débat autour de cette table avec d'autres assureurs, est-ce qu'il y a un risque sur la liquidité en cas de remontée des taux ? Sans trahir de secret, en 2008-2009, il était question effectivement d'instaurer des gates parce que si vous devez vendre des obligations pendant des périodes de hausse des taux, vous prenez des moins-values et ça peut mettre en danger tout le système, tout l'univers des compagnies d'assurance. Donc c'est quelque chose à l'extrême qui peut se concevoir. Oui. Et on va faire la transition là-dessus, figurez-vous, parce que le fonds en euros, c'est une anomalie en fait, en réalité, puisqu'on a un truc qui vous donne les taux longs, qui fait du cliquet, qui garantit le capital et qui vous donne de la liquidité. Et vous êtes en train de me raconter qu'avec un fonds, semi-euro stratégique, vous voulez battre les fonds en euros tout en donnant, au fond, quand on regarde la courbe, beaucoup de sécurité. Ça paraît jouable ou pas, cette histoire ? C'était le point de départ de notre aventure. Notre point de départ, c'était ça. C'est-à-dire, voilà, l'objectif de ce euro stratégique, c'est d'avoir une performance sur la durée, alors 3-4 ans, une durée relativement longue de détention comme un épargnant pour un fonds en euros, qui soit une performance supérieure entre 1 et 1,5 de mieux que le fonds en euros sur la durée. C'est ce qu'on a réussi à faire au cours des 4 dernières années. Donc on a fait mieux que le fonds en euros au cours des 4 dernières. Il est fort à parier qu'on fasse mieux que le fonds en euros sur les 4 prochaines années, tout simplement parce que... Vous avez fait beaucoup mieux. Quand je regarde, on a fait plus de 20% sur 3 ans, là. On a eu une perf annualisée. Une belle histoire, oui. Il y a une belle histoire. On a eu une perf annualisée sur 4 ans, parce que le fonds a eu 4 ans. On a eu l'occasion d'ailleurs d'en parler sur Club Patrimoine. Il y a eu 4 ans au mois de mars l'année dernière, cette année, avec une perf annualisée autour de 5%. Donc on était effectivement en ligne avec ce qu'on cherchait à faire. Alors bien évidemment, maintenant les taux ont largement baissé. Donc notre objectif de performance, il est toujours en relation avec ce que pourrait donner et ce que va donner le fonds en euros. Donc bien évidemment, imaginez de pouvoir faire 5 à aujourd'hui sans risque, uniquement avec des obliges, ça paraît évidemment bien compliqué. Maintenant, avec des fonds en euros qui vont rémunérer entre 2 et 2,5, si on arrive à faire effectivement entre 3,5 et 4, on sera très content du résultat avec
une volatilité bien évidemment qui soit faible, ce que vous avez faible, mentionné tout à l'heure. Et volatilité, moi je vois là sur 3 ans 2,47. Oui. Ça a du sens, c'est ça, c'est juste Oui, à peu près. Oui, ça bouge toujours. Oui, bien sûr. L'ordre de normal. Est-ce que c'est raisonnable, et puis après je vous passe la parole, Georges, je ne vous ai pas oublié, est-ce que c'est raisonnable de dire on va faire un peu plus que le fonds en euros, allez, je ne prends pas de chiffres, hein. Si on imagine que cette année, les fonds en euros vont faire entre 2 et 2,50, allez, je ne sais pas combien, faire plus que ça sans prendre de risque, comment on fait, Jacques? Moi, j'ai du mal à le comprendre. Eh bien, si vous vous cantonnez aux emprunts d'État, Ouais. effectivement, c'est tout à fait impossible. Voilà, Mais ça, il faut c'est mort, savoir on n'en que parle plus. La classe obligataire, c'est la classe la plus large sur les marchés financiers. Donc vous avez des obligations avec des notations qui sont différentes, vous avez des obligations hybrides corporate, vous avez des obligations seniors, vous avez des obligations convertibles en actions. Et donc, quand vous mixez toutes ces obligations, vous pouvez arriver à sortir des rendements de 4 ou 5 sans prendre de risque. La liquidité, parlez-moi de la liquidité de ce genre de produits quand même qui sont Alors, assez... la liquidité, elle est sur les obligations. Aujourd'hui, elle est relativement confortable. Maintenant, si demain on a un scénario comme 2008-2009, on n'aurait pas forcément une grosse liquidité sur les obligues, comme vous n'en aurez pas sur tous les autres actifs financiers. Donc ça, c'est un problème global, mais si vous voulez, c'est un problème quel que soit le produit. J'entendais un gérant, et j'ai fini, mais quand même, là, je suis à fond sur cette histoire. J'entendais un gérant me dire récemment, au fond, le problème, c'est le high yield. On rappelle qu'avant, le high yield, ça s'appelait junk bonds. Hein. Donc, c'est un problème sémantique quand même. Et si demain, les taux corps remontent trop fort et trop vite, on va avoir un problème énorme sur le high yield. Ça ressemblerait à un stade. Vous mettez une petite porte à la sortie, vous criez au feu au fond du stade, et vous voyez ce qui se passe, il y aura des morts, non? Alors déjà, on a déjà eu une forte hausse des emprunts d'État. Puisque oui, mais on n'est pas arrivé encore, on n'est pas allé récupérer. Assez rapidement, et on s'est aperçu que Enfin, c'est rien, c'était une anomalie, le zéro. Oui, non, mais je suis d'accord avec vous. Simplement, si vous voulez, il y a une logique dans le marché. Quelqu'un qui détient une obligation à 5 ans qui lui rapporte grosso modo du 5, c'est pas parce que l'oblig allemande va passer de 1,20 à 1,50 ou 1,80 qu'il va vendre son 5, forcément. Pourquoi? Parce qu'avec une inflation entre 0 et 1, quand vous avez du 5, vous avez 3, 3,5 en temps réel. Ouais. Donc les obligations à yield ne s'évaluent pas par rapport au Bund, enfin par rapport aux obligations allemandes, contrairement aux emprunts investment grade qui suivent vraiment l'obligation 10 ans allemande. Donc voilà. Moi je reste dans le stade, je laisse tout le monde sortir, non? Non, non, simplement après, si vous voulez... Si tout le monde sort, que vous restez tranquille, tout va bien. Non, non, mais si vous voulez, ce qu'il faut faire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que Eurostratégique, vous n'avez pas que des obligations à yield. On a dedans quelques obligations, justement avec des encours très importants pour pouvoir, si jamais il y a des soucis de liquidité, pouvoir avoir des outils que l'on peut vendre très facilement. Si vous voulez, ça n'est pas du tout un fonds à yield. Simplement, aujourd'hui, l'écart de rémunération entre les obligations à yield et les obligations d'État est tel qu'on fait la part belle aux obligations à yield. Mais on a, grosso modo, 25 à 30% d'obligations avec des encours à 1 milliard, 1,5 milliard, 2 milliards. D'accord. Duration importante? 2,5. D'accord. C'est pas beaucoup. Non, 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 parce que, si vous voulez, on est quand même dans une période d'instabilité et on pense qu'on va revenir vers de la volatilité, donc des opportunités pour remettre du taux actuariel élevé en portefeuille. Super, je suis passionné. On a presque passé un quart d'heure, beaucoup trop. J'ai beaucoup trop parlé. Allez, c'est parti à vous. Bon, nous, on a beaucoup de questions sur le fonds, donc Eurostratégique, et les gens veulent bien comprendre ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'il y a des actions ou est-ce qu'il n'y en a pas? Non. Et ensuite, sur les obligations, quel type d'obligations vous avez? Entreprise, étatique, et de même, dans quelle zone géographique? Allez, on soulève le capot. Vous nous dites un peu comment ça marche, là? Oui, moi je vais vous faire le pitch du départ. D'accord. Ce qui est intéressant. Et juste pour compléter, on demande la comparaison qu'un fonds patrimonial ou un fonds flexible. Bon, ça, moi, je vais faire le pitch de comment on a construit le fonds au départ, et puis après, Jacques, je lui laisserai la main sur la partie à l'intérieur du moteur. Le fonds, on a voulu quelque chose de très simple. Donc à l'intérieur de ce Eurostratégique, c'est basique. Il n'y a que des obligues, il n'y a pas un centime d'action, il n'y a que des obligues émises en euros. Donc il n'y a pas de risque de change, pas de dollars, pas de yens. Pas de produits dérivés, pas de produits de couverture, pas de produits à effet de levier. Donc ça, c'est assez simple. Ah, ça paraît super simple, presque trop là, jusque-là. Non, mais un portefeuille très diversifié, parce qu'on a aujourd'hui entre 75 et 80 lignes à l'intérieur du portefeuille. Jamais une ligne qui dépasse les 2,5% du global de l'actif géré, pour justement si j'avais un défaut potentiel. Et voilà, donc avec une stratégie très importante, c'est qu'on achète des obligues pour le rendement qu'elles procurent, et on les porte à échéance, comme les gérants de fonds en euros, et en l'occurrence Jacques, faisaient dans les fonds en euros avant les contraintes réglementaires. Il ne faut pas que ça sorte trop vite, hein. Il ne faut pas qu'il y ait une vague de rachat là.
Parce que vous dites je les porte tant qu'on ne vous demande pas de racheter. Hein. Justement, une des particularités d'Eurostratégie, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une duration qui est assez courte. Et si vous voulez, on étale grosso modo, les échéances de ces obligations sont entre 2016, on va dire, et 2021. Donc, pour faire simple, on a 20% de 2016, 20% de 2017, etc. Bon. Donc, la duration, elle est à peu près équilibrée parce que ça ne veut rien dire la duration, il faut aller chercher les bornes. Hein. Non, mais justement, les bornes, c'est entre 2016 et 2021, voire 2022. Voilà, vous n'avez pas des grands écarts, j'ai beaucoup de cash et puis... Donc même si demain, allez, je prends le cas le pire, il y a des grosses sorties et on est obligé de vendre des obligations qu'on n'avait pas prévues. Lorsque vous vendez une obligation court terme, vous voyez bien que même si vous massacrez le cours, vous allez baisser le cours de 10 ou 20 centimes. Ça représente quoi? Ça représente sur une ligne qui représente 2% du portefeuille, vous voyez bien que ça a un impact qui est négligeable. Donc, Jacques, on rentre dans le moteur, je soulève le capot et vous allez me raconter à peu près ce qu'il y a, comment ça se répartit. Je ne vous demande pas par cœur, mais les grandes masses. Les grandes masses aujourd'hui... Est-ce qu'il y a de l'Allemagne? Est-ce qu'il y a de la France? Est-ce qu'il y a des périphériques Oui, mais si vous voulez, les choix ne sont pas faits par rapport à une oblique française ou une oblique allemande. On regarde une société, est-ce qu'elle a son emprunt est en euros ou pas? Ensuite, est-ce que cette société est solvable? Claire, on lui a prêté de l'argent, est-ce qu'elle va nous payer les coupons? Est-ce qu'on va être remboursé? Après, le pays d'origine, souvent vous avez des obligations qui sont françaises et 90% de leur activité est faite ailleurs. Donc, si vous voulez, de regarder... Ça peut être intéressant à regarder ça quand même. C'est-à-dire, au fond, une société qui exporte beaucoup, par exemple, c'est peut-être plus de sécurité en cas de problème, non? Non, la sécurité... Parce que vous analysez bien la société. La sécurité se regarde par rapport à l'endettement, la nature de l'endettement, la nature des cash flows, l'historique de cette société. Est-ce que c'est une société qui a... vocation à souvent acheter beaucoup d'autres concurrents, donc avoir un endettement qui va grossir. Bon voilà, il y a un historique. Vous avez financé M. Drahi, non? On ne l'a pas financé parce qu'on va attendre qu'il ait fini de tout acheter, voir un petit peu comment ça se passe, parce qu'il nous rappelle un petit peu d'autres personnes qui étaient un petit peu gourmandes sur les emprunts. Alors ok, on comprend bien. Vous analysez au fond bien les sociétés comme un gérant action, hein. Vous allez voir comment est la société, ce qui se passe. Et ensuite, dans les types d'obligations, vous avez dit tout à l'heure plein de types, des convertibles, machin. Racontez-moi, quel type? Bien, écoutez, aujourd'hui, le portefeuille est composé on va dire, à 75 à 80%, c'est du high yield. Il y a 20 à 25%, ce sont des investment grade, mais on a ce qu'on appelle des obligations hybrides corporate, c'est-à-dire que ce sont des obligations émises par des grands groupes, mais qui ont certaines particularités qui font qu'en contrepartie de ces particularités, on a un rendement supérieur. On a également dedans... J'ai besoin de comprendre. Ça, je ne peux pas m'arrêter là. Alors, je vais vous prendre un exemple. Hybride, corporate, ça rapporte plus, mais il y a des trucs particuliers. J'ai l'impression que vous me parlez comme un Auvergnat, là, ça ne me va pas. Je vais vous prendre un cas bien précis. Vous prenez par exemple Accor. Tout le monde connaît Accor. Ça va. Accor a émis une dette en hybride corporate. Quel est le principe? Le principe, il est simple, il est de dire, voilà, je peux, pendant une année, ne pas payer un coupon, mais si je ne le paye pas une année, l'année suivante, j'en paye 2. Voilà. Bon, jusque-là, en tant que bon Auvergnat, je préfère, si vous voulez. Le risque est pas... Déjà que vous ne me le payez pas cette année, ça m'énerve. C'est pas énorme. Voilà. Bon. Et puis, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que pour ces sociétés-là, d'émettre ce genre d'obligations, ça leur compte pour 50% en fonds propres. Donc, et elles doivent, au bout de 5, 6 ans, 4 ans, enfin, tout dépend du contrat, le rembourser. Donc, si vous voulez, ce sont des obligations qui, en contrepartie d'un rang de seniorité et d'un coupon qui peut être différé, vous donne probablement, enfin ça dépend des signatures, mais 3-4 fois plus qu'une obligation Accor normale. Aïe, 3-4 fois plus. Christophe, vous qui êtes un homme... Moi là, je me dis, quand même, on a des docteurs qui m'expliquent l'histoire. Vous qui êtes un homme de terrain qui venez nous voir tous les jours, ça vous fait pas un peu peur? 3-4 fois plus, mais il y a des trucs particuliers là, racontez-moi. Accor, quand vous parlez à Jacques, là, vous dites pas, oh, vas-y doucement quand même, non? Non, mais déjà on se parle tous les jours. Non, Accor, ça ne me fait pas tellement peur. Bon. Voilà, donc, mais 3-4 fois plus, ça fait... Si on se met à avoir peur d'Accor, ça va devenir compliqué. Maintenant, ce qui est important, c'est que là, on met effectivement bien les mains dans le moteur. Ce qui est important, c'est que la stratégie de gestion, elle est la même depuis le début. Ce que Jacques vient d'expliquer, la manière dont on travaille toujours de la même manière. C'est-à-dire que si effectivement on pense réussir à faire sortir les gens des fonds en euros pour aller sur une unité de compte, ce qui est évidemment, bien tout le monde l'a compris, le sens de l'histoire, il faut que cette unité de compte, pour les plus frileux d'entre eux, ait une gestion qui soit la plus cousine germaine possible de ce qu'on trouve à l'intérieur d'un fonds en euros. Et ça, c'est fondamental. Et pour trouver quelque chose qui soit le plus proche possible de ce qu'on a dans un fonds en euros, il faut se rabattre sur cette classe d'actifs obligataires sur lequel on a beaucoup de visibilité et sur lequel on peut tout mesurer. Et c'est ça sur lequel on est finalement très confortable, c'est que le gros intérêt de cette classe d'actifs obligataires, c'est qu'on peut tout mesurer. Une oblige, ça reste très simple, c'est un contrat, une durée, un taux.
Et ça, globalement, tout le monde est capable de le comprendre. C'est un concept qui est assez simple et qui a marché depuis toujours. Et comme disait Jacques tout à l'heure, il y a une autre particularité, c'est que ce marché obligataire, c'est le plus grand marché du monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est 100 000 milliards de dollars. C'est colossal. Oui, ça fait beaucoup. Hein. Alors on peut imaginer un krach obligataire que beaucoup appellent de leur vœu depuis longtemps pour 1000 raisons. Mais aujourd'hui, s'il y avait un krach majeur sur les obligations, qu'est-ce qu'on va faire de ces 100 000 milliards de dollars? Moi, j'en ai pas beaucoup d'idées. Peut-être que vous allez en acheter un paquet, oui. Peut-être en perdre un morceau, mais ce qui est intéressant. Ça arrive, c'est une espèce de trou noir comme ça disparaît, comme ça en 2008, l'argent qui disparaît. Non, mais aujourd'hui, c'est vrai que cette classe d'actifs, elle est quand même très protéiforme et elle a beaucoup d'intérêt. Et le marché obligataire, clairement, aujourd'hui, il est largement coupé en deux. On a les emprunts d'État d'un côté, sous administration des banques centrales, et on voit ce qui se passe aujourd'hui avec la Grèce et les périphériques. Et de l'autre côté, les emprunts privés sur lesquels le marché fait son travail, il y a des primes de risque qui se constituent, qui se reconstituent en fonction d'évolution de marché, de valeurs de société et ainsi de suite. Un jour, je vous aurai, Christophe, c'est sûr. Et tout à l'heure, je vais vous reparler de liquidité, mais il faut que je redonne la parole aux internautes. Oui, après, on a plutôt des questions sur l'évolution du taux et des obligations. Donc, les internautes qui ont assez bien compris sur l'aspect privé. Mais en revanche, sur l'aspect des pays, comment vous voyez l'avenir? Est-ce que les taux vont remonter? Est-ce que les obligations vont remonter? Que ça va baisser? Oui, parce qu'on se dit au fond, et ça va revenir à la liquidité au fond, on se dit pour l'instant tout est bien, ça paye, les sociétés marchent bien, mais à un moment donné, moi quand j'entends, je peux les citer, j'ai récemment rencontré des gérants de fonds patrimoniaux qui me disent aujourd'hui je sors complètement de l'obligataire, je suis cash et action, et tout sauf obligataire. Alors qu'est-ce que vous leur répondez? Je leur réponds que s'ils achetaient du 10 ans allemand, je ferais comme eux, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir, il ne faut pas avoir d'emprunt d'État aujourd'hui. Maintenant, quand vous avez une inflation qui est de l'ordre de 0 ou 1, quand vous avez des taux de 5 sur une durée de vie de 4 à 5 ans, eh bien, vous avez 3 en taux réel. Et quel placement aujourd'hui donne ça? C'est le premier point. Deuxièmement, dans un univers où on n'y voit pas clair du tout, on n'est pas à l'abri de décrochage de certains marchés, eh bien, si ça secoue vraiment, là, vous avez acheté du 5 sur 4 ans, vous avez 5 x 4 non actualisé, 20 à prendre. Eh bien, vous avez votre lueur, vous avez votre guide, c'est-à-dire que vous avez 20% à prendre dans les 4 ans. Et quand tout se couche, je peux vous dire que les 20% à prendre... Vous les prenez. Voilà, c'est toujours ça, on les prend. Ça, c'est Auvergnat, c'est bon à prendre. Tout dépend de quelle obligation on parle. Si c'est des emprunts d'État, je suis 100% d'accord. Il y a tellement, je reviens sur ce que disait Christophe tout à l'heure, il y a tellement d'argent sur ce marché. Il y a tellement d'instits. Il y a aussi des gens qui spilent de plus en plus. Ce n'est pas ma grand-mère qui gardait jusqu'au bout leurs obligations. Donc au fond, est-ce qu'une remontée des taux amènerait pas à un retour à la qualité et ferait que les instituts sortiraient justement de ces obligations d'entreprise et mettraient en danger votre liquidité, votre taux, votre rendement et ferait que... Mais si vous voulez, la spéculation se fait sur ce qui est le plus liquide, donc se fait sur les emprunts d'État, se fait là-dessus. Aujourd'hui, vous ne pouvez décemment pas spéculer sur du high yield ou sur d'autres emprunts. Pourquoi? Parce que pour rentrer et sortir tous les jours, il faut trouver le papier. Or, il n'y a que les emprunts d'État qui le permettent, ou quasiment que les emprunts d'État. Mon gérant, là, je ne citerai pas parce que c'est un copain et on se retrouve sur BFM des fois, mais mon gérant qui me prend l'histoire du stade, il a tort, il dit des conneries. L'histoire du stade, vous savez, sur le high yield, il me disait la porte. Voilà. C'est simple, tout dépend de quel stade vous parlez. C'est-à-dire le stade de France, il était plutôt là-dessus, je pense. Donc, si vous nous dites, on revit 2008-2009, il est évident que toutes les classes d'actifs souffriront, y compris les actions. Après, si vous avez des remontées de taux, vous voyez comme on a déjà eu un point, on aura peut-être encore un point sur l'Allemagne. Oui, mais là, sur une année, personne ne s'attendait que ça descende aussi bas. Donc, on régularisait au fond. Cette remontée d'un point, c'est une régularisation. Le niveau aussi bas, ça n'avait pas de sens. Je ne suis pas tellement sûr. Ce n'est pas tellement ça. C'est que les gens ont été pris de court. Et donc, c'est une rupture d'anticipation. Et c'est ça qui est important. Et on l'a vu, même dans une rupture d'anticipation, vous avez vu que le marché high yield ou le marché des dettes privées a mieux tenu que celui des emprunts d'État. Jacques, vous êtes confiant. Je vous vois confiant. Oui, absolument. Assez confiant. Ouais. Et au fond, s'il n'y a pas trop de rachats, votre portefeuille, il est très bien aujourd'hui. Sauf 2008-2009, quoi. Sauf 2008-2009. Le crack, ça fait maintenant 3-4 ans que tous les ans, on nous l'annonce. Ouais. Donc, grosso modo, donc on attend le prochain. Mais si vous voulez, au-delà de ça, ce qu'on vous disait tout à l'heure, dans Euro Stratégique, vous avez 25% du portefeuille sur des souches très liquides et des emprunts qui ne sont pas yield. Donc, en clair, on peut les vendre rapidement. Donc, on tourne un peu ce problème de liquidité. Donc, sauf cas extrême, on est confiant. Donc, ça va. Et votre objectif, parce qu'on a beaucoup de questions, je vais vous redonner la parole, mais on a beaucoup de questions qui disent à un moment, vous aviez dit 5, il faut bien dire aux gens, 5 c'est fini, c'est plus l'histoire, on reste sur une logique de 0,5 à 1 point de plus que les fonds en euros. Oui, 1,5 plutôt. Ouais, bon, allez. Non, mais l'idée, c'est au-delà de ça. Et donc, en fait, aujourd'hui, l'objectif, on est autour de 3 et quelques, c'est ça? L'objectif, c'est d'avoir une performance qui soit, si les fonds en euros donnent 2, si on est autour de 3,5, on sera très content. C'est ça votre objectif, tout le monde le comprend bien. Avec une volatilité
Oui, faible. on rappelle C'est aussi ça qui est important. 2,5 de vol, là. Hein, c'est Non, mais et d'ailleurs, la question qu'on se pose tous les jours et qui est, de mon point de vue, la question que tout le monde doit se poser aujourd'hui, en plus, dans la situation dans laquelle on se trouve, c'est que si demain ça ne se passe pas bien, la question qu'on doit se poser, c'est comment je suis en ayant acheté ce fonds-là ou un autre fonds ou quelque autre classe d'actifs. Et cette question-là, la force de l'obligataire, c'est qu'on peut le mesurer. Si demain il y a un pépin majeur sur l'obligataire, le crash test, on le mesure avec effectivement une baisse de la valeur liquidative. Quand vous faites que du portage, ce qui est notre cas, si votre valeur liquidative baisse, mécaniquement votre taux actuariel monte. Donc ce que vous avez perdu à l'instant T en valeur liquidative, vous l'avez constitué en richesse actuarielle. Et vous pouvez mesurer au bout de combien de temps vous récupérez le capital initialement perdu. Dire quelque chose Là, aujourd'hui, Jacques peut nous parler de la sensibilité du portefeuille sur une hausse des taux, mais on doit être autour de 2 à aujourd'hui. Donc ça veut dire que si demain, il y avait un scénario catastrophe et le krach obligataire que tout le monde a prédit, allez, imaginons que les taux se tendent de nouveau de 2%, et que notre portefeuille, pour le coup, fait la même chose que ces taux-là, on perdrait 4 en capital à l'instant T, donc si ça tendait de 2% dans une journée, ce serait quand même le coup de pas de bol, avec un actuariel du portefeuille qui serait tout d'un coup entre 4 et 5, ça ferait un an de coupon couru. Donc sur une période dramatique, on ferait entre -1 et +1. D'accord. Donc qui dit gestion très prudente et donc rendement aujourd'hui prudent, dit aussi grande prudence ou grande sécurité si demain il y avait un gros mouvement, puisqu'au fond, cette logique que tout le monde ne comprend pas, qui est de récupération de rendement actuariel avec la baisse, a vraiment du sens et ferait que vous seriez assez solide là-dessus. Tout à fait. Après, on a un gros sujet qui est assez d'actualité, c'est la Grèce. Ah, la Grèce. Comment est-ce que vous l'avez anticipé et qu'est-ce qui se passe concrètement chez vous si la Grèce sort de l'euro? Vous avez des obligations grecques, vous? Je crois que plus personne n'a d'obligation d'État grec. Là, il n'y a plus que la BCE, quasiment. Donc si la Grèce sort, écoutez, alors là, c'est une inconnue, c'est-à-dire que vont faire les marchés financiers, dans quelle proportion, je n'en sais rien. Après, ce sont des incantations qui n'ont pas beaucoup de valeur. On est devant quelque chose d'historique. Maintenant, on l'a vu, lors des périodes un peu chahutées, notre fonds, il résiste. Alors s'il y a un gros chahut, on résistera un peu moins bien que ce qu'on a résisté. Mais vous voyez que dans l'univers des fonds obligataires, voilà, c'est tout. Donc moi, la Grèce, à la limite, je vais être un peu taquin, mais plus il y a du pataquès, plus les primes de risque augmentent, c'est-à-dire que les taux de certains emprunts privés peuvent monter, alors que les taux de défaut, eux, restent en bas. Donc en clair, pour un même taux de défaut, on va me donner une rémunération supérieure. À l'extrême limite, si je suis taquin, c'est bon pour vous. C'est plutôt bon pour vous. D'accord, ouais. Donc on vient chez vous aujourd'hui en se disant, si ça tabasse, on sera plutôt mieux ici, c'est ça? On sera plutôt mieux et on pourra faire le plein d'obligations à taux élevé. Georges, il nous reste 3 minutes, peut-être des questions sur la maison. Sony, qui êtes-vous, Sony? On a des questions sur la distribution. Oui. Et sur qui êtes-vous, peut-être aussi? Sur qui êtes-vous, on a répondu à la plupart des questions. Ah, le capital, c'est qui, Sony? C'est nous. Ça a été précisé en début. On l'a dit. Vous n'écoutez plus, Jean-Pierre. Rien. Bon, je veux être sûr. J'ai émoté. Ah oui, je suis ému de vous avoir en plateau. Oui. Donc, qui sont vos distributeurs? Distributeurs, donc on nous parle beaucoup des CGP, et on nous dit aussi que vous seriez distribué pour la trésorerie des entreprises. Alors, aujourd'hui, 100% du fonds Senior Stratégique est détenu par des conseillers en gestion de patrimoine indépendants. C'est comme ça qu'on a lancé notre aventure et on est ravis. 420 millions au total, et donc on est vraiment ravis. Il se trouve qu'effectivement, quand on a lancé l'aventure, notre première idée, c'était de trouver donc un relais au fonds en euros et d'aller finalement piquer une partie des 1277 milliards d'euros qui se trouvent en fonds en euros aujourd'hui dans l'ensemble des compagnies d'assurance. On serait ravis d'en récupérer un morceau plus important d'ailleurs. Mécaniquement, on a commencé comme ça et au bout d'un moment, cette histoire de taux bas nous a beaucoup aidé parce qu'un nouveau levier de collecte est apparu à nous. C'est effectivement cette trésorerie stable d'entreprise pour une bonne raison, c'est que bien évidemment, nos amis les banquiers avec leurs comptes à terme ne peuvent plus proposer grand-chose, ça devient très compliqué. Et les fonds en euros qui en font, il y en a très très peu parce que c'est normalement interdit ou déconseillé, il y a des pénalités lourdes. Alors, je ne rentrerai pas dans ce débat, mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que quand nous, on rencontre des chefs d'entreprise avec nos distributeurs, on s'aperçoit que le chef d'entreprise, la classe d'obligataire, il la comprend. Et ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que comme on peut la mesurer à tout moment, un trésorier d'entreprise, ce qui l'intéresse, c'est de pouvoir mesurer le risque qu'il prend en achetant tel fonds ou tel autre. Et sur la classe d'actifs obligataires, si on a une gestion pointue comme on l'a aujourd'hui et qui est toujours la même avec du portage et ce fameux un contrat, une durée, un taux, on s'aperçoit que dans l'oreille d'un entrepreneur, c'est tout à fait audible, qui comprend très bien le risque qu'il prend. Alors bien évidemment, il faut venir chez nous pour une durée d'investissement supérieure à 18-24 mois, sinon ça n'a pas de sens. On parle bien de trésorerie stable en entreprise. C'était un levier de collecte qui était très important pour nous. Et puis le dernier levier de collecte qu'on n'avait pas identifié non plus, qu'on voit apparaître depuis maintenant la fin du premier trimestre de cette année, on s'aperçoit que ce fonds il est aussi tout à fait éligible à tout ce qui est écrétage de plus-value, arbitrage de plus-value. Les marchés ont beaucoup boosté en début d'année et à un moment donné, de prendre ces plus-values, d'un point de vue patrimonial, ça a toujours du sens. Et là, de se retrouver dans un fonds qui finalement se retrouve un petit peu au-dessus du fonds en euros en termes de perf et de vol
et en dessous des fonds patrimoniaux, parce qu'il n'y a pas d'action et que c'est une gestion typique obligataire, on est à un moment donné à la croisée des chemins et ça nous va très bien aujourd'hui. Merci beaucoup. On a fini les questions, Georges. J'avais une question d'initié. Je crois que vous l'avez déjà annoncé, Sony Euro Stratégique Plus. Alors c'est quoi? Vous avez 30 secondes. 30 secondes, ça ne va pas être facile. Donc on va revenir pour parler de Sony Euro Stratégique Non, Plus. mais en un mot quand même. En un mot, c'est une évolution. Ça va sortir, ça va sortir produit. le 1er septembre. C'est un produit qui existe déjà, qui va sortir le 1er septembre, qui va être bien évidemment une émanation de tout ce qu'on a expliqué sur Sony Euro Stratégique, avec dans lequel on aura une volatilité qui pourra aller jusqu'à 5%, alors qu'on a 2,5 sur Euro Stratégique, une pose d'obligation convertible qui pourra aller jusqu'à 40%, des paris un peu plus marqués sur des lignes, on est jusqu'à 2,5 max par ligne aujourd'hui, ça pourra aller jusqu'à 5. Un peu plus de high yield pour aller chercher finalement une performance qui soit supérieure à ce qu'on a sur Euro Stratégique aujourd'hui. Euro Stratégique un peu dynamique quand même. Exactement, un peu plus dynamique, mais avec une vol qui reste maîtrisée pour des gens qui veulent aller chercher un peu plus de performance. Et ça, c'est le 1er septembre. Absolument. Donc vous savez, on va en reparler à Patrimonia, on se retrouvera là-bas. En tout cas, vraiment, je vous remercie, vous avez été super clair. On a ouvert le capot, vous nous avez expliqué comment ça marchait. Ce que je retiens, c'est qu'on peut faire le crash test. Et je crois que pour les gens aujourd'hui, c'est très important. On peut venir vous voir et vous pouvez nous expliquer. On a besoin de ça aujourd'hui, de dire, au fond, en fonction des scénarios, qu'est-ce qui se passe? Et on a effectivement là, la transparence qu'attendent tous les clients des CGP. Donc merci beaucoup, vous les connaissez bien, les CGP, bien sûr. On se retrouve à Patrimonia, vous viendrez nous voir en studio, on sera sur place, bien évidemment. Et puis, passer un bon été avec la canicule et la particule de M. Delataille qui va nous dire qu'on a un chat demain. Exactement, dès demain, probablement qu'un nouveau surnom. Et avec un autre monsieur à particules, voilà, Maël de Calan, secrétaire national à la fiscalité des Républicains. Waouh! Donc on a le nouveau parti, un type très jeune, j'ai vu ses photos. Donc effectivement, c'est lui. Bah, en tout cas, jeune comme vous, oui, voilà. Ou comme, toi, vous êtes toujours jeune, pardon, excusez-moi, je ne vous tutoie pas comme ça. Et donc, on le retrouve demain. C'est le nouveau responsable de la fiscalité des Républicains. Vous avez vu qu'on avait un ami socialiste qui a refusé de venir en plateau, peut-être parce que les questions lui faisaient un peu peur. Donc, en tout cas, demain, on aura une autre vision, peut-être de l'alternance demain sur la fiscalité. Donc, on va le secouer un peu, l'ISF, l'épargne salariale, enfin, tout ce qui pourrait arriver. En attendant, on se retrouve donc demain, 18h, comme d'habitude. Et comme dirait l'ami Bogdan, gardez-vous bien, messieurs, merci. Merci Jean-Pierre.